L'OCDE vient de publier l'Atlas du Sahara-Sahel, géographie, économie et insécurité, qui s'appuie sur une cartographie régionale des enjeux de sécurité et de développement au Sahel. Pouvez-vous nous en parler, Monsieur Brossard, et puis nous dire quel est l'intérêt de cet ouvrage? Alors, donc effectivement, c'est un atlas que le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE vient de publier. Il vient d'être lancé à Bruxelles, au siège de la Commission européenne. Alors, quel est l'intérêt et le caractère novateur de cet ouvrage? Je dirais d'abord que, à notre connaissance, il n'existait pas d'atlas décrivant l'ensemble du Sahara-Sahel. Il existe des atlas qui portent sur l'Algérie, il existe des atlas qui portent sur la zone sahélienne, mais il n'existait pas un atlas appréhendant l'ensemble de cet espace cohérent qui est le Sahara et le Sahel, et qui est, je dirais, l'espace réel à l'intérieur desquels se développent les menaces qui pèsent aujourd'hui à la fois sur le Maghreb et sur l'Afrique subsaharienne. Voilà, et donc on essaye de décrire ces menaces avec un angle très particulier pour essayer de servir à la réflexion sur les politiques de stabilisation et de développement de la zone. D'accord. Le travail de cet atlas a concerné 8 pays. Je cite l'Algérie, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, Tchad et la Tunisie. Quel est le degré de coordination et de coopération entre ces différents pays pour amener la paix et la stabilité dans la région du Sahel? Il est très faible. Clairement, il est très faible. Pour toute une série de raisons. D'abord, il y a des raisons géopolitiques que vous connaissez bien, qui font par exemple que la coopération entre le Maroc et l'Algérie, par exemple, est pour le moins difficile et compliquée à ce jour, et que cette contrainte empêche le Maghreb de développer des politiques communes, et le Maghreb, ne développant pas de politique commune, a lui-même du mal à développer un dialogue transsaharien, si j'ose dire, avec l'Afrique de l'Ouest, avec la CEDEAO, par exemple. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je dirais, réside dans une façon de voir le monde et son avenir. Je pense que le Maghreb, d'une façon générale, à l'exception peut-être du Maroc, mais a tendance peut-être à trop penser son avenir ou à le penser trop exclusivement vers la Méditerranée et vers l'Europe, et se préoccuper moins de son hinterland africain. Et de la même façon, l'Afrique de l'Ouest, les pays de la CEDEAO ont peut-être trop tendance aussi à penser leur avenir en se tournant vers la globalisation, vers le monde, c'est-à-dire en se concentrant sur les côtes et sur les échanges avec le reste du monde. Et c'est un problème parce que l'hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, sur laquelle repose l'Atlas, est que le Sahara-Sahel est un espace qui est partagé par les pays du Maghreb et par les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, que les menaces qui s'y développent sont des menaces transnationales, c'est absolument évident, et que la solution à long terme, parce que cet espace est partagé, eh bien la solution à long terme réside dans une coopération renforcée entre les deux rives du Sahara. Et je pense que c'est un objectif qu'on doit se fixer à long terme, même si à court terme, ça paraît compliqué. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'Algérie face à la situation au Sahel? Alors, je pense que de façon très factuelle, si vous voulez, nous, notre métier, c'est de rester très factuel. De façon factuelle, l'Algérie est un pays qui semble particulièrement, comme je le disais tout à l'heure, penser son avenir vers le nord, et qui semble se préoccuper moins de ses relations avec le continent africain qu'un pays comme le Maroc. C'est une donnée qui nous semble objective. En même temps, l'Algérie a un rôle absolument central. C'est-à-dire rien ne peut se faire sans l'Algérie dans cet espace, parce
qu'elle est géographiquement au centre de la menace. Enchâssée, son sud est enchâssé dans les nords maliens et nigériens. Elle a une frontière très longue avec la Libye, qui est une source de menace absolument phénoménale actuellement. Elle a une frontière moins longue, mais extrêmement, je dirais, dynamique dans le mauvais sens du terme et dans le bon sens du terme avec la Mauritanie. Donc l'Algérie, géographiquement, géopolitiquement, est au centre du jeu et devra donc jouer un rôle croissant. Alors elle joue un rôle indéniable, positif, depuis très longtemps dans les négociations, dans l'accompagnement de la pacification de tous les événements qui sont intervenus depuis les années 60 finalement, mais plus récemment quand même, 80-90, toutes les révoltes Touareg au Mali, au Niger, etc. Donc l'Algérie joue un rôle géopolitique, mais à mon sens, l'Algérie ne joue pas suffisamment la carte de la coopération économique avec les pays d'Afrique subsaharienne, et je pense qu'à long terme, c'est cette carte-là qui sera décisive. Et pourquoi pensez-vous qu'elle ne joue pas, quand vous dites la carte de la coopération économique? Oui. Parce qu'on voit qu'il y a simplement moins d'investissements. Par exemple, il y a encore relativement peu d'investissements algériens en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest en particulier, alors qu'il y a les potentiels d'investissement rentables sont importants. C'est tout. Donc je pense que ça arrivera de façon naturelle, si j'ose dire, mais il y a relativement moins d'investissements algériens en Afrique subsaharienne que d'investissements marocains, par exemple. Alors qu'encore une fois, il y a des potentiels. Dans l'Atlas, par exemple, on rappelle des choses. Alors après, les choses se feront ou ne se feront pas, mais on rappelle que les pays du Maghreb sont extrêmement dépendants du marché mondial pour leur approvisionnement en céréales. L'Algérie, c'est quelque chose comme 50%, mais la Libye, par exemple, c'est quelque chose comme 80 ou 90%. Premier élément. Deuxième élément, on rappelle que les pays du Maghreb ont déjà mis en culture la totalité de leur potentiel, de leurs terres irrigables. 100% à peu près des terres irrigables en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Libye sont mises en culture. Et à l'inverse, les pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Tchad, mais également plus au sud, de l'autre côté du désert, d'une part sont très peu dépendants du marché mondial, quelque chose comme 10% pour le Mali et le Niger, et disposent d'un potentiel d'agriculture irriguée qui est phénoménal. Donc il y a potentiellement des complémentarités remarquables entre les deux rives du Sahara, et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Ces pays, le Mali par exemple est un très grand producteur de coton, l'Afrique du Nord dispose d'un savoir-faire remarquable en termes de textiles, etc. Donc il y a toute une série, si vous voulez, de complémentarités potentielles qui, à notre sens, ne sont pas suffisamment développées. Et nous, on émet l'hypothèse à long terme que finalement la stabilisation de cet espace, la lutte contre l'instabilité, contre le terrorisme, contre les trafics, passe aussi, pas seulement, mais aussi par une réflexion sur en quoi avons-nous intérêt à coopérer, à vivre ensemble, à développer le commerce entre nous. Et en fait, quand on regarde, il y a énormément de potentiel de coopération économique, et on pense et on avance l'idée que plus on développe de la coopération économique, et bien plus on a intérêt à gérer ensemble d'autres problèmes communs qui sont plus sur le chapitre sécuritaire et de stabilisation. D'accord. La France est pointée du doigt dans le chaos libyen, qui a débordé au-delà de ses frontières, et aussi de la situation d'insécurité et d'instabilité qui menace tous les pays, quand vous dites, voire tout le continent africain. Pourquoi la France a détruit un pouvoir politique pour ensuite laisser le pays entre les mains des milices armées? Alors d'abord, je ne suis pas là du tout pour répondre à ce type de questions, qui sont encore plus quand la réponse est contenue dans la question, si j'ose dire. Mais moi, si vous voulez, notre propos, c'est pas celui-là. D'abord, c'est pas de regarder les choses qui se font. Alors, je reformule, M. Brossard, ma question. Je la reformule. Est-ce que le travail
cet ouvrage, l'Atlas, est-ce qu'il interpelle l'Occident et beaucoup plus la France devant ses responsabilités dans le chaos libyen, parce que c'est à cause de ce qui se passe en Libye que la situation s'est aggravée dans le Sahel. Alors, je pense que votre analyse est à mon avis imparfaite. Je pense que évidemment, on ne peut pas dire autre chose que le fait que la chute du régime de Kadhafi a libéré des forces et comment dirais-je, libéré des mécanismes à la fois internes à la Libye et qui ont des conséquences désastreuses sur l'ensemble de la région et même de l'Afrique. Ceci est un fait. Moi, ce que je retire de ça, c'est pas du tout une analyse du bien fondé de l'intervention ou pas d'une coalition contre le régime de Kadhafi. À titre personnel, je dirais quand même qu'il y avait quand même des centaines de milliers de gens qui étaient en train de se faire massacrer. Mais c'est pas du tout le sujet de l'Atlas. Le sujet de l'Atlas, c'est de dire justement, y compris à partir du chaos libyen, deux choses. La première chose, tout ceci montre que nous sommes face à un problème macro-régional. D'accord. Donc ça veut dire, premier enseignement, ça veut dire que des politiques de stabilisation conçues purement au niveau national n'ont aucune chance d'être opérantes. On voit bien que, par exemple, il y a eu une intervention au nord du Mali, que cette intervention au nord du Mali a certes permis de détruire un grand nombre de groupes terroristes et mafieux, parce que c'est souvent les mêmes, mais des milliers de rebelles, de combattants, etc., se sont réfugiés, y compris sont retournés en Libye, etc. Oui. Et on voit bien maintenant que les trafics et l'insécurité, maintenant que la pression militaire dans le Nord Mali s'est légèrement, comment dirais-je, a légèrement diminué, eh bien on voit bien que l'instabilité reprend du terrain, etc. Donc on est face à un problème régional. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et là je parle à titre personnel, comment dirais-je, se lamenter et faire des analyses à court terme de ce qui s'est passé et de ce qui aurait pu se passer, etc., ne sert à rien, puisque de toute façon c'est un fait, et que la seule façon d'appréhender ce problème, c'est de se doter d'une vision géopolitique à long terme, et d'avoir cette vision géopolitique à long terme comme une boussole. À court terme, il n'y a pas de solution. Il est clair que on ne peut pas mettre aujourd'hui la Libye dans le jeu de la stabilisation de cet espace, parce que la Libye est elle-même en chaos et au bord de l'éclatement, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait à très long terme pour stabiliser la Libye? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à très long terme pour faire en sorte que le Maroc et l'Algérie recommencent à se parler et développent des politiques communes vis-à-vis, par exemple, de la Libye, mais aussi vis-à-vis du Sahel, etc. Donc voilà, on est face à un problème macro-régional extrêmement complexe. On n'a aucune chance de le gérer à court terme et avec seulement des approches nationales. Donc il faut se doter d'une vision géopolitique macro-régionale à long terme et s'en servir de boussole et essayer d'avancer step by step pour essayer d'aborder tous les problèmes qui se posent à nous. Et puisque vous êtes un média algérien, je pense que la résolution, et je ne me prononce pas sur les modalités de cette résolution, mais la résolution du problème du Sahara occidental est un des éléments à long terme de la stabilisation du Sahara Sahel. Parce que voilà, il faut que le Maroc et l'Algérie se remettent à travailler ensemble. Est-ce que je peux comprendre que la France a eu tort d'intervenir au Mali? Puisque vous parlez d'une stratégie. Non, j'ai pas dit ça. Vous parlez d'une stratégie à long terme et de. Non, mais mon problème n'est pas si vous voulez, mon problème n'est pas d'analyser à court terme le bien fondé ou pas de telle ou telle intervention, parce que je pense que c'est vain, si vous voulez. Je pense qu'il était évidemment nécessaire d'intervenir dans le Nord Mali.
Je dis simplement que l'intervention en Mali, comme l'intervention en Libye, comme toute forme d'intervention aujourd'hui, doit s'inscrire dans une vision géostratégique régionale. C'est-à-dire que vous savez bien, vous êtes algérienne, que les groupes, les trafics circulent à volonté dans cet immense espace et qu'il faut une approche intégrée régionale. Voilà. Et je pense que, pour parler des Français, je pense que les Français ont conscience de ça, puisque justement ils ont mis en place une approche qui est régionale. Elle est certes très imparfaite, mais de toute façon, il faut penser et agir régionalement. Autrement, ça n'a pas de sens. Les négociations entre Bamako et des groupes maliens armés, parrainés par l'Algérie, vont reprendre janvier 2015. Pensez-vous qu'un règlement du conflit malien est possible en dehors d'un règlement global de la crise au Sahel? Je pense que pour le coup, un règlement du conflit immédiat au Nord Mali est nécessaire, mais doit s'inscrire encore une fois dans une stratégie plus globale. Voilà, Je pense que je ne suis pas dans ces négociations, je suis un simple, comment dirais-je, spectateur. Ce qui a été mis sur la table ne me porte pas à l'optimisme pour le moment. D'accord. Je pense que et vous trouverez dans l'Atlas une analyse comparée de la façon dont le Niger et le Mali ont abordé la question Touareg. Et on voit que c'est très différent, et je pense que le Niger a depuis longtemps eu une stratégie qui était beaucoup plus mûre que celle du Mali, et que ceci explique probablement en partie pourquoi c'est le Nord Mali qui a subi ce qu'il a subi plutôt que le nord du Niger. Au Niger, il y a quand même eu une stratégie plus sage depuis longtemps, et pas au Mali. Au Mali, on a eu une succession d'accords qui étaient à peu près tous les mêmes, et qui débouchaient toujours sur une forme d'abandon du septentrion malien par les forces régaliennes de l'État. Et ça, je pense que ça a été une faute lourde dont on paye les conséquences aujourd'hui, et j'espère que les nouveaux accords d'Alger ne déboucheront pas sur un énième accord dans lequel on va confier les forces de sécurité à des anciens groupes rebelles, et confiner les forces régaliennes de l'État de Bamako dans des casernes, dans des petites casernes dans les villes, comme ça avait été le cas précédemment. Voilà. Monsieur Brossard, vous avez parlé du Sahara occidental, et que le Maroc et l'Algérie doivent se mettre d'accord. Mais tout le monde sait, l'ONU sait, tout le monde, que le Maroc ne veut pas donner l'indépendance au Sahara occidental. En quoi ça concerne l'Algérie? Mais en fait, ce que je dis, moi, encore une fois, je suis qu'un observateur neutre, si vous voulez. Moi, je ne me prononce pas sur le fond du dossier. Je dis simplement que le Maroc et l'Algérie ont, à long terme, un intérêt géopolitique majeur à travailler ensemble. Voilà. Et que si le Maroc et l'Algérie ne travaillent pas ensemble, la stabilisation globale de l'espace saharo-sahélien sera difficile. D'accord. Et par conséquent, en toute logique, je dis, pour qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils trouvent ensemble une solution à ce qui fait aujourd'hui le fait qu'ils ne se parlent pas, et qui est ce conflit dormant, enfin je ne sais pas si on peut l'appeler dormant, etc. Donc moi c'est tout ce que je dis. Après je rentre pas, c'est pas du tout mon rôle de prendre position sur le bien fondé de la position marocaine ou algérienne. C'est un sujet, comment dirais-je, d'une sensibilité ultime, hein, vous êtes très bien placé pour le savoir, mais je dis simplement que le fait que ce conflit perdure est aujourd'hui, et doit être perçu aujourd'hui, comme un des obstacles majeurs à long terme au règlement de la crise saharo-sahélienne. Parce que on a deux puissances régionales, l'Algérie et le Maroc, qui ne sont pas en état d'agir solidairement, et l'action solidaire de ces deux pays est centrale dans la stabilisation à long terme de la zone. Voilà ce que je dis. D'accord. Vous attestez de la complexité de la situation au Sahel, en indiquant qu'elle
interdit l'idée d'une solution à court terme, mais invite plutôt à une stratégie à long terme. Peut-on connaître les points clés de cette stratégie, M. Brossard? Oui, enfin les points clés, d'abord, évidemment, si j'avais la solution, je ne serais pas en train de vous parler au téléphone. D'accord, pourquoi pas. Je serais sans doute devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour donner des instructions, etc. Donc évidemment, j'ai pas la solution. Ce que je dis, c'est que, mais c'est déjà beaucoup, je crois, parce qu'aujourd'hui, je ne lis pas, en fait, difficilement ou rarement, même pas du tout d'ailleurs, disons les choses comme elles sont, je ne lis pas de vision stratégique à long terme. Je dis des choses très simples. Je dis nous sommes, comme vous venez de le répéter, nous sommes face à un enchevêtrement de crises locales, nationales, régionales, mondiales, etc., dont l'épicentre se trouve dans le Sahara Sahel. Donc c'est d'une immense complexité. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ça fait longtemps que c'est là. Maintenant, l'origine, enfin là aussi vous êtes très bien placé pour savoir que vous en avez suffisamment souffert, mais voilà, ça fait maintenant 15 ans, 20 ans que tout ça est en germe, et 10 ans qu'on est en phase de prolifération de toute forme de menaces, etc. Donc on est face à un problème régional avec des dimensions mondiales extrêmement complexes. On est face à un problème ancien. Et quand on est face à un problème régional et ancien, la seule façon d'essayer de l'aborder, c'est d'avoir une vision à long terme. On ne peut pas répondre à court terme à quelque chose qui est si profondément ancré. Donc il faut cette stratégie à long terme. Dans cette stratégie à long terme, il y a des éléments de géopolitique, c'est-à-dire comment, finalement la question elle est simple, c'est comment est-ce que dans les 20 prochaines années, on essaie de faire en sorte que l'ensemble des pays concernés se mettent autour de la table pour régler ensemble ce problème dans un espace qui leur est commun. Donc ça suppose évidemment de la stabilisation de la Libye, ça suppose, comme j'ai dit tout à l'heure, que le Maroc et l'Algérie se remettent à parler ensemble, ça suppose que l'Union du Maghreb arabe probablement devienne ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un véritable espace de dialogue politique et de coopération économique. Ça suppose que cet espace de l'Union du Maghreb arabe entre en coopération avec l'autre côté du désert, avec cette idée, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un intérêt commun à long terme à vivre ensemble. Voilà. Il y a pour l'économie algérienne, pour l'économie marocaine, tunisienne et libyenne, il y a un intérêt stratégique fort, puissant, à développer des échanges économiques, l'investissement, lancer des routes à travers le désert, etc. C'est essentiel, y compris pour l'avenir du Maghreb. Je ne dis pas que le Maghreb doit cesser, doit tourner le dos à la Méditerranée. Le Maghreb est un espace méditerranéen, profondément méditerranéen, mais c'est aussi un espace profondément saharien, saharo-sahélien. Et il faut qu'il assume plus sa saharianité, si j'ose dire, et qu'il voit, qu'il comprenne, et c'est déjà le cas, c'est en train de se développer, et qu'il voit qu'il y a énormément de croissance et de bien-être pour l'avenir qui réside dans une coopération économique avec l'Afrique subsaharienne. Voilà. Et donc il faut commencer aujourd'hui à développer ces liens économiques qui sont absolument évidents. Vous savez, il y a eu des calculs qui ont été faits. Il y a eu des calculs économiques qui ont été faits et qui disent que si on construit une route transsaharienne, qui est d'ailleurs pas très loin d'être faite maintenant, mais elle n'est toujours pas faite, la transsaharienne centrale, eh bien, approvisionner la moitié, je dirais presque tous les pays sahéliens, à partir des ports de la Méditerranée, coûterait moins cher que les approvisionner à partir des ports du golfe de Guinée. Vous vous rendez compte? Donc, voilà, il faut cesser de percevoir ces espaces saharo-sahéliens comme des espaces où il n'y a rien, où il n'y a pas de potentiel économique, etc. Il y a un potentiel, d'ailleurs, l'Algérie
est probablement l'un des pays qu'il a compris le plus tôt, puisque vous êtes le pays qui a le mieux aménagé son espace saharien, ce que n'ont pas fait par exemple les pays subsahariens, le Niger et le Mali, etc. Oui. Donc voilà, il faut comment dirais-je, avoir une stratégie qui consiste non pas à se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces espaces où il n'y a rien, aucun potentiel, qui sont difficiles à gérer, qui sont voilà, qui sont finalement très embêtants. Voilà. Il faut plus se poser cette question, mais il faut se dire mais qu'est-ce que ces espaces peuvent apporter à une croissance globale du grand espace Maghreb, Afrique de l'Ouest et centrale. Voilà. Et moi, je pense que c'est à cette échelle qu'il faut réfléchir, même si c'est long et même si c'est difficile. Merci beaucoup, Monsieur Bossard.